Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief des deux sprints. Le premier sprint du côté de Lanzerheide 2, cette nouvelle piste du côté de la saison de Coupe du Monde qui accueillera les championnats du monde l'année prochaine. Donc c'était important de prendre des repères pour la saison prochaine. C'est une piste qui est pas simple, c'est une piste qui est difficile, notamment le dernier virage qui est assez merdique, il faut bien le dire. Une piste où ça a l'air de grimper aussi pas mal. On est à 1500 mètres d'altitude, donc c'est quand même assez élevé pour du biathlon. On commence à se retrouver dans des situations où il faut vraiment pas se mettre en sur-régime. Et puis surtout, vous avez toute cette dernière descente là, avec ce petit virage sur la gauche. Qui a tendance à s'élargir en sortie, donc qui est vraiment pas évident. Et surtout, la piste lustre, c'est-à-dire que ça fait à des endroits des plaques de glace, et donc les appuis sont très compliqués. On voyait pas mal de concurrents, malgré la réalisation qui n'était pas exceptionnelle, avoir des petits soucis de stabilité sur les skis. Donc ça avait l'air d'être très difficile d'avoir un bon équilibre sur cette piste. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast. N'hésitez pas à voir les top 10, également du côté du cyclisme, TikTok, le débrief des compétitions en direct, et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce 7 km 5 du côté de Lanzerheide 2. Du côté des filles, eh bien, première bonne nouvelle, la victoire de Justine Brezaz sur cette course qui a été impériale. C'est-à-dire que Justine Brezaz, le temps de ski était très bon depuis le début de saison. On avait vu parfois des très bonnes choses, parfois il y avait eu des erreurs au tir, notamment sur le tir debout. Là, elle a fait un tir debout en termes de vitesse excellent, vraiment excellent. Son tir debout en termes de vitesse est très bon. En plus, elle fait un sans faute. Le tir couché était très intéressant aussi, mais elle avait pris un peu plus de temps pour faire son tir couché. Le tir debout, par contre, elle a été à une vitesse de dingue. Et puis sur les skis, elle fait toujours partie des 3 meilleurs temps. Donc après, derrière, c'est quand même assez dur d'aller la chercher. Avant qu'il y ait Tendrevold, et Vitozzi qui était derrière en termes de dossard, à un moment elle avait 50 secondes d'avance, 1 minute je crois, 55 secondes je crois, sur la fille qui était en tête à ce moment-là de la course, donc c'est vraiment énorme la course qu'elle a réalisée. Pour moi, c'est du même niveau que ce qu'elle avait fait du côté d'Östersund avec le relais mixte, où elle avait fait un énorme relais mixte. Du côté d'Östersund, vous vous souvenez, on en avait parlé il y a déjà 2 semaines. Et pour moi, elle a fait la même course là que sur relais mixte. Et c'est vraiment très fort parce qu'elle n'avait jamais gagné un sprint. Alors que c'est une fille qui a quand même un profil très puissante, un peu comme Tariebeu. Donc c'est une fille qui peut être très performante sur le sprint. C'est presque une anomalie parce que souvent on faisait des erreurs au tir. C'est quand même, voilà, les championnes olympiques de la Mastart. Voilà, le sprint correspond presque plus à ses qualités. Donc là, vraiment, elle a fait une super course et puis ça va lui donner. Elle avait déjà de la confiance par rapport au début de saison, mais ça confirme son très bon début de saison. Ça confirme ses bons résultats du côté de Justine. Donc oui, elle peut être très très satisfaite de sa course. Deuxième, Ingrid Tendrevold. Vraiment très forte. Très forte parce que, autant Justine, on peut se dire, on s'est entraîné à Bessan, 1800 mètres d'altitude, donc on est un petit peu habitué à l'altitude. Les Norvégiens, même s'ils ont fait, elle a fait un peu d'altitude avec Julia Simon, par elle-même, c'est quand même des conditions où ils sont pas forcément en facilité, les Norvégiens. Et là, ce qu'elle a réussi à faire avec le dossard jaune, c'est vraiment une course taille patronne. Là, elle a vraiment fait une course d'une fille qui est en capacité de gagner le gros globe, d'être présente sur les grands événements. Ce qu'elle a fait hier, Tendrevold, c'est très très fort. Cette capacité qu'elle a eue à être solide sur les skis, solide au tir, alors qu'elle savait qu'elle était attendue, elle savait qu'elle allait être surveillée, Tendrevold, solide. Très très solide. Et puis, c'est quand même pas évident pour Tendrevold parce qu'elle est dans une situation où avant, elle pouvait se cacher derrière Martha Olbu au Reuseland. Elle peut plus se cacher désormais. Et parfois, on a vu des concurrents s'écrouler dans ce genre de situation. Et elle, elle a réussi on a l'impression qu'elle se sert de ce statut de leader un petit peu là depuis quelques courses.
et qu'elle réussit vraiment à faire des très très grands résultats. Elle avait déjà pas fait c'était pas une catastrophe à Östersund, hein, mais là c'est vrai que depuis Orfilsen, c'est vraiment bien ce qu'elle réalise. Tendrevolt, c'est très 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 bien, et puis un sans faute. De toute manière, il fallait aller vite sur les skis et faire un sans faute. Donc autant vous dire que c'était pas évident. Troisième Vitozzi, là aussi très régulière quand même depuis le début de saison. Souvent dans le top 10 des courses, hein, Vitozzi, elle aussi, elle joue le gros globe en fin de saison. Donc voilà, très bon résultat. Et puis encore aussi, hein, Vitozzi, très bon temps de ski. Et Vitozzi, on se souvient de l'époque où elle avait énormément de problèmes au tiers, c'est totalement disparu ça, hein. Il faut bien le dire. Julia Simon, quatrième. Une seule erreur, c'est la plus rapide des filles qui ont fait une faute, donc c'est très bien. Ça aurait été mieux avec un sans faute, mais tu vois que même avec un sans faute, elle est à 20 secondes d'Isa Vitozzi. C'est-à-dire que même avec un sans faute, aller chercher Vitozzi aurait été compliqué. Donc je crois qu'elle peut pas avoir vraiment de regrets. Je trouve que les jambes vont de mieux en mieux. Julia était quand même en difficulté, hein, sur les skis depuis le début de saison. Là, j'ai l'impression que ça va mieux. Elle est dans le top 10 au niveau des temps de ski. Donc elle est en progrès dans ce domaine-là. Bon voilà, il lui manque encore un petit truc encore pour aller chercher les filles de devant, mais ça sera peut-être à partir de janvier, hein. Elle a eu aussi une préparation particulière. Moi j'ai l'impression qu'elle monte en puissance, donc ça c'est intéressant pour l'Allemagne, parce qu'avec l'enchaînement d'Oberhof et de Ruhpolding, c'est deux pistes qui sont pas évidentes, et là je pense que ça va être pas mal pour Julia début janvier. Ça pourrait être intéressante, et puis même pour la poursuite de demain, hein, parce qu'elle est à 40 secondes, mais elle est qu'à, encore une fois, 22 secondes de Vitozzi, Tendrevolt. Alors son problème, c'est que sur le premier tour, elle risque d'être un peu seule, quoique Hubert pourrait la rattraper à la fin du premier tour, ce qui serait bien, mais elle risque ça de faire une partie du premier tour seule. Après, derrière, si les trois de devant font une erreur au tir, ça peut laisser des opportunités pour aller chercher le podium ou la victoire, hein. Donc voilà, elle se retrouve dans une situation intéressante. Elvira Heuberg, j'ai envie de dire, comme toutes les Suédoises, ça a été compliqué sur les skis. J'avais le sentiment vraiment que c'était dur pour les Suédois. On en avait déjà parlé à Orfilsen, mais là c'était encore un niveau au-dessus. Vraiment sur les skis c'était compliqué. Je parle même pas des autres Suédoises, parce que Anna Heuberg par exemple ça a été catastrophique. Mais vraiment c'était dur sur les skis. Les Suédois n'ont pas fait du tout de stage en altitude, hein. Ils ont fait vraiment une préparation au niveau de la mer. Peut-être une erreur quand même, hein, on s'en perçoit. Là, ça a été très 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 compliqué. Et puis, du côté des Suédois, il y avait peut-être aussi l'objectif d'être très performant au Östersund. On arrive un mois après, enfin pas un mois, mais 4 semaines après Östersund. Il commence peut-être à y avoir un petit peu un contre-coup de fatigue qui commence à se ressentir de ce premier bloc de début de saison. Skogan sans faute, pas mal. Ça fait partie de ces Norvégiennes qui arrivent, donc très intéressant. Franziska Preuss, pas simple, elle revenait de maladie, mais elle a fait un bon sans faute. Après, c'est vrai que sur le tour de ski, c'était pas trop ça pour Franziska Preuss, mais encore une fois, elle a été covidée, hein, en début enfin la semaine dernière, elle était encore covidée, donc en début de semaine, donc c'est pas toujours facile de s'en remettre. On verra ce que ça donnera même pour Lou Jean Monod dimanche. Et puis Deodra Irvine, l'américaine, également en sans faute. C'est bien, hein, pour une fille comme Irvine, parce que les États-Unis c'est compliqué en biathlon en ce moment. Les relais du côté d'Orfilsen, les deux ont fini à un tour, enfin se sont fait dépasser. Depuis le début de saison, c'est compliqué pour les Américains et les Américaines. Ça va mettre un petit peu de baume au cœur sur le top 10 devant Vobornikova et Anne Clive avec une seule faute. Un peu moins transcendante sur les skis qu'à Östersund, Anne Clive, hein. Mais encore une fois, c'est une fille qui est pas là depuis très longtemps en Coupe du Monde, donc faut qu'elle apprenne un petit peu sur ce site de compétition. Derrière, on retrouve Tomingas, Etich, Lynn Persson. Donc vous voyez que Lynn Persson, malgré le fait qu'elle avait qu'une faute, elle finit quand même. Alors je sais bien que c'est pas la plus rapide sur les skis, mais bon, elle finit quand même à 50 secondes de Julia Simon, donc c'est énorme. On retrouve ensuite Anna-Maria Lampic. Le jour où elle règle ses problèmes de tir, elle est fantastique, hein. Sauf qu'au tir, c'est très compliqué quand même, Lampic. Alors elle tire vite, mais
il y a quand même 4 balles à côté. Donc ça fait un petit peu mal. On retrouve ensuite Brorson, encore une fois, comme tous les Suédois, ça a été compliqué. Mikushina, Petrenko, les deux Ukrainiennes qui font 16-17, là aussi c'est pas mal. Marketa Davidova, début de saison compliqué, confirmation. Elle n'arrive pas à faire des sans fautes depuis le début de saison. Donc Davidova, là où elle est performante, c'est quand elle fait des sans fautes. Elle finit quand même à 1,44, donc elle est loin sur les skis. Bon, moi j'ai l'impression que c'est une préparation spéciale championnat du monde, mais parfois quand on fait ça, c'est une préparation, on se concentre vraiment sur un objectif en février. Parfois c'est compliqué, parfois on passe à côté. Donc j'espère que c'est pas ce qui va arriver à Davidova. Et Kiro, c'est dommage, les Suissesses étaient rapides sur les skis. Elles ont fait un peu trop d'erreurs. Knoten 20e, Voigt 21e, Chauveau 22e. Elle est rapide sur les skis, Sophie. Hein. On a encore une fois une faute. Une faute de trop, Sophie. Parce que tu vois qu'avec une faute de moins, ça la colle peut-être 16e. Elle fait des temps intéressants sur les skis. Alors là, c'était quand même un peu plus compliqué qu'Orfilzen. Parce qu'elle n'est pas dans le top 10 hein, au niveau du temps de ski. Alors qu'Orfilzen était à chaque fois dans le top 10. Mais le problème, c'est que voilà, de fautes, il y en a une de trop. Donc voilà, c'est à elle de trouver beaucoup plus de stabilité au niveau de son tir parce qu'elle fait un peu trop de fautes et ça gâche des bons résultats. Là, c'est vrai que si elle fait une erreur de moins, elle rentre dans le top 20, ça passe un peu mieux. Là, c'est vrai que 22e, ça fait un résultat un petit peu tristou. Du côté des autres françaises, on a Gilon, alors Charbatova qui était bien après le coucher, c'est explosé au debout. Hein. Kalkenberg 35e. Et puis Grossian 38 avec une seule erreur, mais un temps de ski qui n'était pas fameux. Gilon, 2 erreurs. Ses premières erreurs de l'année, presque. Mais ouais, de 50. Encore une fois, un temps de ski qui n'est pas exceptionnel, mais on voit que bon, elle est quand même solide sur les tirs. Et Chloé Chevalier, c'est compliqué pour Chloé, on sent sur le tir. Là encore, la 4e, la 5e balle sur le debout, elle met beaucoup de temps à les sortir. Et sur les skis, c'était pas très efficace. En même temps, elle a été quand même très longtemps malade. L'inquiétude quand même, pour Chloé Chevalier et pour Gilon Guigona, c'est que ça pousse quand même très fort en IBU Cup derrière. Je pense notamment à Jeanne Richard. Donc ça serait bien de commencer à obtenir peut-être des gros résultats parce que j'ai peur qu'une des deux, voire les deux, à un moment de la saison, les fasse descendre en IBU Cup et qu'on intervertisse avec une Jeanne Richard par exemple en Coupe du Monde. Donc il va falloir quand même obtenir des résultats. Il y a énormément de densité dans l'équipe féminine. Il va falloir trouver un petit peu de densité en termes de résultats pour ces deux filles-là. Du côté des temps de course, Lampic devant. Ensuite, c'est Justine Brezaz qui colle quand même 10 secondes à Tendrevold. Tendrevold qui est donc à 25 secondes de Lampic. Vitozzi 4e, Heuberg 5e, mais derrière Vitozzi. Donc on voit que sur les skis, ça n'allait pas très fort. Julia Simon 6e, donc je crois que c'est la première fois de la saison qu'elle est dans le top 10 au niveau des temps de ski. On retrouve ensuite Sophie Chauveau 13e en temps de ski. Donc même si c'est un peu moins bien, elle est toujours dans le top 15 des meilleures skieuses. Elle est devant une Anne Clive, par exemple, devant Preuss, alors que certes, qui est un petit peu malade, mais devant Newpe, devant Voigt, donc c'est vraiment bien. Devant Gislova aussi. Du côté des autres françaises, donc des deux autres françaises, parce que Lou Jean Monod n'était pas au départ. C'était plus haut en plus. Alors, Guigona finit 37 et Chloé Chevalier finit 33. Donc voilà, c'est dommage. Et Chloé, le temps de tir en plus était beaucoup trop lent donc, pour réussir à être performante. On passe tout de suite aux garçons. La course avait lieu aujourd'hui. Ça a été un petit peu compliqué pour les Français du côté des garçons. Avec la victoire de Benedikt Doll. C'est vrai que c'était le dernier Allemand qui n'avait pas gagné presque. Benedikt Doll, depuis le début de saison, il avait fait pas mal d'erreurs au tir. Là aujourd'hui, il fait un sans faute. Sur un tir qui était plus compliqué chez les garçons que chez les filles. Il y a eu plus d'erreurs chez les garçons. Emilien, par exemple, qui fait un 5 sur 10, mais il y a eu quand même pas mal d'échecs. Et après, Benedikt Doll, solide quand même.
Alors c'est sûr que derrière, il profite du fait que Johannes Beu fasse pas un sans faute, mais on voit que par exemple, par rapport à ce là il lui colle 40 secondes, donc c'est vraiment pas mal pour Benedict Doll. Ça va lui faire du bien aussi, hein, parce que dans cette équipe allemande, c'est vrai que ses résultats étaient presque décevants par rapport à ce qu'on voyait des autres Allemands. Donc là, voilà, il retrouve un très bon niveau de performance, donc c'est bien. Et avec un temps de ski très intéressant du côté de Benedict Doll, parce que je crois que c'est le troisième temps de ski. Il faut savoir que pour les garçons, on n'a pas encore les datas qui sont arrivées totalement, donc je suis obligé de me faire les résultats en PDF, ce qui n'est pas très pratique pour avoir les classements. Mais voilà, il est troisième temps de ski Benedict Doll, donc c'est vraiment bien. Et en plus, il a fini fort sur son dernier tour, parce qu'il finit deuxième du dernier tour. Donc il finit mieux que Johannes. Et il était parti prudemment avec le 12e temps, mais ensuite il a très très bien fini. Johannes, une faute. Il lui en manque encore physiquement parce que c'est. Voilà, alors ça va de mieux en mieux, mais il en manque quand même encore une chouille du côté de Johannes Beu. Voilà, encore une fois, son dernier tour, il est que troisième du dernier tour. Donc on voit qu'il a eu un peu plus de mal à finir que Benedict Doll sur cette dernière boucle. Mais après, la course est vraiment bonne. On sent que voilà, on n'a pas le Johannes Beu de Stersund. On a vraiment un Johannes Beu qui retrouve vraiment des couleurs. Et donc c'est vraiment intéressant pour cette équipe de Norvège. Dommage, voilà, cette petite erreur sur le tir qui voilà, lui coûte du temps. C'est dommage. C'est dommage, voilà, cette petite erreur. Il fait un tir rapide sur le debout, mais il y a cette erreur qui est un petit peu tristoun. Philippe Navrat, troisième du côté de l'Allemand. Bon niveau de performance du côté de Philippe Navrat. Le temps de tir est bon, hein, parce qu'il est... pas le temps de tir, parce que le temps de tir n'est pas exceptionnel. Il est seulement 28e en temps de tir, mais il fait qu'une erreur. Et surtout, le temps de ski était quand même pas mal. Surtout le premier tour, il est troisième du premier tour. Philippe Navrat, et puis nouveau podium pour l'Allemagne. Et puis surtout, dans la cérémonie des fleurs, on a également Philippe Horn qui est quatrième à égalité avec Surla Lagrid, avec une faute alors que Surla n'en a pas. Donc avec un très bon temps de ski. Surla, c'était plus compliqué sur les skis avec seulement le 16e temps. Et puis Johannes Kuhn qui est là aussi avec un sans faute qui se retrouve 6e. Donc les Allemands sont vraiment, vraiment en force. Et avec des temps de ski qui sont intéressants, hein. Horn, il est 7e temps de ski. Kuhn, Kuhn, pardon, il est 15e temps de ski. Donc c'est vraiment bien. Et on voit qu'ils ont pris beaucoup de temps sur leur tir. Parce que Philippe Horn est 75e en temps de tir, 55e pour Johannes Kuhn, 28e pour Navrat et 22 pour Benedict Doll. Donc ils ont perdu quand même du temps par rapport à Johannes Beu, par rapport à Sturla Lagrid sur ce temps de tir. Donc on voit que ça s'est fait aussi sur les skis, la différence, qu'ils ont été performants sur les skis. Ensuite, on retrouve Martin Pantilioma avec 3 fautes. Alors les Suédois, c'est compliqué, hein. On a l'impression que ça se passe pas très bien du côté de Lanzarote. Mais surtout, Martin en fait trop depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il a quasiment pas fait de course à 0 faute. Et en plus, on a l'impression que c'est un peu toujours des erreurs un petit peu bêtes, des erreurs de mouvement du côté de Martin. Donc c'est dommage parce que le temps de ski était très bon et le deuxième temps de ski à 6 secondes 9. C'est lui qui fait même le deuxième tour le plus rapide. Donc on voit que le niveau de performance est là, mais il en a manqué. Comme Quentin Fillon-Maillet, 2 erreurs. Là aussi dommageable du côté de Quentin. Toujours ce tir couché où il est en difficulté. Là c'est vrai que quand on regarde... quand les mecs de la chaîne d'équipe, eux, ont vu le tir, puisque la réalisation était encore aux fraises aujourd'hui, ça fait quand même, à Orphidon, la réalisation n'était pas top. Là encore, à Lanzarote, ça fait quand même deux meetings où la réalisation est vraiment pas bonne. Il va falloir corriger le tir, parce que c'est assez... là, Lanzarote, ça fait 2 courses où c'est assez laborieux à regarder, hein, pour tout vous dire. Si tu rajoutes à ça les pubs du côté de la chaîne équipe, ils aiment bien les pubs, la chaîne équipe. Les pubs en plus passer parfois au mauvais endroit, c'est compliqué. Bon, Quentin, temps de ski qui était mieux que d'habitude, il monte en puissance sur la 10e temps de ski, mais les 2 fautes, ça le met hors jeu.
ça qui est dommageable, parce que voilà, les 2 fautes, ça lui coûte très très cher. Donc, à lui de progresser à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est un peu tristoun. Lovro Planko, lui, finit 9e. Et Eric Perrault, 10. Ça va bien, Eric Perrault, quand même. Déjà, il finit devant ses adversaires du côté du classement des jeunes. Le temps de ski est très bon, il est 11e. C'est-à-dire qu'il est dans les temps de Quentin. Bah, comme je dis, hein, Eric, cette année, pour moi, c'est comme Lou Jean Monod. La différence avec Lou, c'est que au niveau du tir, il y a toujours ces petites erreurs. Bon, voilà. Après, à 9 sur 10, c'est là où c'est un peu tristoun, parce qu'à 9 sur 10, tu vois qu'il est dans la cérémonie des fleurs. Donc voilà, c'est rageant voilà, pour Eric Perrault. Mais encore une fois, c'est quand même un concurrent. Il a que 22, je crois, Eric Perrault. Donc c'est rageant, mais c'est encore un mec qui va énormément progresser à l'avenir. Mais c'est vrai que voilà, bon, cette 10e place, on se dit, ça aurait pu être mieux. Mais ça sera peut-être le cas pour la poursuite. Il a 1 minute 08, donc il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de la poursuite. Niklas Hartweg, 11e, devant Stromsheim, 12e. Florent Claude, le Belge, sans faute, très bien. Avec le 12e temps, donc vraiment bien, du côté de Florent, 33e temps sur les skis. Tarier-Beu, 3 erreurs, hein. Là ça a été laborieux pour Tarier. En plus, il n'a même pas pris énormément de risques sur le tir parce qu'il est il est 47e en temps de tir. Le temps de ski était encore bon, il était 6e, mais voilà, 3 erreurs. C'est beaucoup trop comme Johannes Dalleux. Mais lui, il les accumule un petit peu, les erreurs au tir. C'est dommage parce que le temps de ski était encore très bon pour Johannes Dalleux avec le 4e temps de ski. Et surtout, il finit fort. C'est lui qui fait le meilleur temps du dernier tour. Johannes Dalleux. Alors que je regardais là du côté de Tarier-Beu, non, il a fait 6e du premier tour, 10e du deuxième tour, 5e du troisième tour. Donc c'est pas catastrophique non plus. Christiansen, 16e. Temps de ski qui est pas bon. 23e temps de ski, parce qu'avec seulement une erreur, normalement, il devrait être beaucoup plus haut dans la hiérarchie. Simon Eder, Justus Trello, 18e, Didier Bonaz, 19, et Tommaso Giacomel, 20e, du côté des autres adversaires d'Eric Perrault, avec... alors, j'ai pas descendu le classement, pardon, de l'autre côté. J'ai oublié de vous descendre le classement, mais avec une erreur pour Didier Bonaz et 3 erreurs pour Giacomel, c'est un petit peu beaucoup. Et Jasper Nelin, 21e, on voit... toute la difficulté des Suédois ici. Fabien Claude, 24, avec 3 erreurs. C'est beaucoup pour Fabien. Il n'a pas la mire depuis le début de saison, donc c'est compliqué. Il est rapide sur les skis, mais alors, bon, voilà, la précision n'est pas là. On redescend un petit peu dans le classement. Emilien Jacquelin, donc voilà, 5 fautes, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Ça le place 36e à 2 minutes. Donc je pense qu'en plus, il ne va pas y avoir... ça va être compliqué de jouer quelque chose sur la poursuite en étant aussi loin, 36e. Le temps de ski est très bon, il est 9e. Mais voilà, hein, son temps de tir, il est rapide. Après, encore une fois, c'est Emilien, c'est-à-dire qu'il retrouve ce tir instinctif. Là, aujourd'hui, il y avait du déchet. Voilà, ça passait pas. Donc, c'est à lui de travailler là-dessus, mais en gardant ce tir instinctif. Alors, ce qu'il faut qu'il ait la précision en travaillant ce tir instinctif. Il avait du mal à comprendre ses erreurs aujourd'hui, en plus, en interview. Il dit qu'il avait plutôt appréhendé le tir de la bonne manière. Et puis, du côté de Fabien Claude, ouais, 12e temps de ski. Donc, là encore, hein, sur les skis, ça va. Mais voilà, trop de fautes. C'est ça qui est rageant avec cette équipe de France, c'est que les temps de ski sont vraiment bons pour le moment du côté des têtes d'affiche, mais derrière, c'est compliqué. On descend un petit peu dans la hiérarchie pour trouver Antonin Guigona. Bon, il pourra dire qu'il a battu Lucas Hofer. Antonin, 2 erreurs, 8 sur 10, et surtout un temps de ski qui est encore pas bon pour Antonin, parce qu'il est seulement 49e temps de ski. Donc vraiment, il y a un truc qui ne va pas sur la condition physique d'Antonin, parce qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Alors, je sais que c'est pas le plus rapide, mais là, 49e, ça fait énorme. En termes de temps de ski, c'est beaucoup trop, quoi, hein. À un moment, il faut dire la vérité. Là, c'est trop lent, pour le moment. On descend dans la hiérarchie pour voir les éliminés. Alors déjà, ils ne seront que 5 Français du côté de la poursuite. Jérémy Finello, 5 erreurs, c'est pas passé, par exemple.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour lui à domicile. Peut-être un peu trop de pression. Emilien Claude, 3 erreurs. Un temps de ski pas suffisamment bon. Son temps de ski à Emilien, il est 60e. Donc voilà, rien qu'avec le temps de ski, ça aurait été déjà compliqué. Donc, en plus, quand tu rajoutes 3 tirs, 3 erreurs au tir, ça devient difficile. Félix Leitner, 67e, avec 2 fautes. Puis je descends. Ouais, après, on est sur des concurrents qui ont du mal à se calmer. Oscar Brandt aussi, 5 fautes. Lui, je pense qu'il va retourner en eBay Cup, Oscar Brandt, parce que c'est très compliqué pour le moment pour lui en Coupe du Monde. On l'a mis sur le relais, il s'est écroulé sur le relais, il a seulement 82e, avec 5 erreurs. J'ai peur qu'en janvier, on ne le voit plus en Coupe du Monde pour le moment. Et puis Samuelsson n'avait pas pris le départ comme Emil Nyquist. Donc c'était pas la forme du côté des Suédois. Bon, bah nous, on se retrouve demain pour faire le débrief des poursuites. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur l'Amérique Production.